Jack London, Construire un feu, 1902, traduit de l'américain par Jacques Parson. Dans le monde entier, pour voyager par terre ou par mer, on considère généralement qu'il est désirable d'avoir un compagnon. Au Klondike, comme s'en aperçut Tom Vincent, c'est absolument essentiel. Cependant, il ne s'en aperçut pas en appliquant un précepte, mais en faisant une amère expérience. Ne voyagez jamais seul est un principe des pays du Nord. Il avait entendu dire, bien des fois, et il s'était contenté de rire. Car c'était un grand gaillard, jeune et solide, bien charpenté, bien musclé, ayant confiance en lui-même, dans la solidité de sa tête, la vigueur de ses mains. C'est par une triste journée de janvier qu'il fit une expérience grâce à laquelle il acquit le respect du froid et de la sagesse des hommes qui se sont battus contre cet ennemi. Il avait quitté le clan du Calumet sur le Yukon avec sur le dos un léger paquetage pour remonter Paul Creek jusqu'à la ligne de partage des eaux séparant cette vallée de Cherry Creek, où les membres de son expédition étaient en train de prospecter et de chasser l'élan. Il faisait 60 degrés au-dessous de zéro. Il avait à parcourir 30 000 miles d'une piste solitaire, mais il ne s'en souciait pas. En réalité, cela lui plaisait. Il marchait à longues enjambées. Dans le silence, un sang chaud coulait dans ses veines. Il avait l'esprit exempt de soucis. Il était heureux, car lui et ses camarades étaient certains d'avoir trouvé le filon, là-bas, sur la ligne de partage des eaux de Cherry Creek. Et de plus, venant de Dawson, il allait les rejoindre en leur apportant le réconfort de l'être de chez eux aux États-Unis. À 7 heures, quand il tourna les talons de ses mocassins dans la direction du camp du Calumet, il faisait encore nuit noire. Et quand le jour parut à 9h30, il avait franchi le raccourci de 4000 à travers la plaine et avait remonté Paul Creek de 6 miles. La piste sur laquelle on n'était guère passé suivait le lit de torrent, et il ne pouvait se perdre. Il s'était rendu à Dawson par Cherry Creek et la rivière indienne, si bien que Paul Creek lui donnait une impression de nouveauté et d'inconnu. Vers 11h30, il se trouvait aux fourches qu'on lui avait décrites, et il sut ainsi qu'il avait couvert 15 miles, soit la moitié de la distance. Il savait que, du fait de la nature des choses, la piste ne pouvait que devenir plus mauvaise à partir de cet endroit, et il estima qu'en raison du peu de temps qu'il avait mis, il méritait bien un déjeuner. Il posa son sac, s'assit sur un arbre tombé à terre, sortit sa main droite de sa moufle, glissa la main dans sa chemise jusqu'à sa peau et en sortit 2 biscuits entre lesquels se trouvait une tranche de lard. Ce sandwich était enveloppé dans un mouchoir. C'était le seul moyen qu'il avait eu de le transporter sans risquer de le voir devenir dur comme la pierre du fait du gel. Il avait à peine mastiqué la première bouchée que l'engourdissement de ses doigts l'avertit qu'il devait remettre sa moufle, ce qu'il fit non sans s'étonner de l'insidieuse rapidité avec laquelle le froid l'avait saisi. Il se dit que c'était sans doute le plus violent coup de froid qu'il ait jamais connu. Il cracha sur la neige, un truc favori des gens du Nord, et il sursauta en attendant craquer le crachat instantanément congelé. À son départ de Calumet, le thermomètre à alcool indiquait 60 degrés au-dessus de zéro. Mais il était certain que la température avait encore beaucoup baissé,
sans pouvoir imaginer de combien. La moitié du premier biscuit était encore intacte, mais il pouvait se sentir commencer à grelotter. Ce qui était chez lui tout à fait exceptionnel. Ça n'ira jamais, se dit-il, et, en faisant glisser les bretelles de son sac en travers de ses épaules, il bondit pour se relever et se mit à courir sur la piste. Quelques minutes de cet exercice lui permirent de se réchauffer. Il prit une allure régulière, tout en mordant dans ses biscuits sans cesser d'avancer. La buée de sa respiration se condensait en glaçons dans sa moustache et sur ses lèvres. Un glacé miniature se formait sur son menton. De temps à autre, son nez et ses joues perdaient toute sensibilité. Il les frictionnait jusqu'à que le sang revienne et les rougisse. La plupart des hommes portaient des protège-nez, ses camarades par exemple, mais il avait toujours dédaigné ces baroques accessoires féminins, et jusque-là, il n'avait jamais éprouvé le besoin de s'en munir. Il le ressentait à présent, ce besoin, car il ne cessait de se frictionner. Il éprouvait néanmoins un frisson de joie, d'exultation. Il réalisait quelque chose, il maîtrisait les éléments. Il lui arriva une fois de rire par excès de vitalité. Et son poing fermé, il défia le froid. Il s'en était rendu maître. Ce qu'il faisait, c'était malgré le froid. Le froid ne pouvait l'arrêter. Il continuait en direction de la ligne de partage des eaux de Cherry Creek. Si fort qu'étaient les éléments, lui était plus fort. En cette saison, les animaux regagnent leur trou en rampant et s'y maintiennent terrés. Mais lui ne se cachait pas. Il était dehors, dans le froid. Il lui tenait la tête. Il le combattait. Il était un homme, un maître des choses. Il continuait son chemin, toujours dans les mêmes dispositions d'esprit, en se réjouissant avec fierté. Au bout d'une demi-heure, il suivait un méandre à un endroit où le cours d'eau passait tout près du versant de la montagne et il se trouva en présence d'un des dangers les plus insignifiants en apparence, mais des plus formidables qu'on puisse rencontrer au cours d'un voyage dans les pays du Nord. Le torrent lui-même était gelé jusqu'au fond rocher de son lit, mais de la montagne arrivaient les trop-pleins de plusieurs sources. Celles-ci ne gèlent jamais, et le seul effet des plus intenses vagues de froid, c'est simplement de diminuer leur débit. Protégée du gel par la couverture de la neige, l'eau de ces sources s'écoule dans le lit du torrent et forme des mares sans profondeur à la surface de la glace qui le recouvre. À son tour, la surface de ces mares se recouvre d'une couche de glace qui s'épaississent de plus en plus jusqu'à que l'eau la recouvre et forme ainsi, au-dessus de la première, une seconde mare recouverte d'une légère couche de glace. Ainsi se trouvait au fond la glace solide du torrent, puis probablement 15 à 20 cm d'eau. Puis une mince couche de glace, puis encore 15 cm d'eau, et une nouvelle couche de glace. Et sur cette dernière couche se trouvait d'environ 2 à 3 cm de neige fraîche, de manière à compléter le piège. Aux yeux de Tom Vincent, la surface intacte de neige ne comportait aucun avertissement du danger qui le guettait. Comme la croûte était plus épaisse sur les bords, il était très avancé en direction du centre quand il passa au travers. En soi, c'était une mésaventure insignifiante. Un homme ne se noie pas dans 50 cm d'eau,
Mais pour ce qui était de ses conséquences, c'était un accident aussi sérieux que tout autre susceptible de lui arriver. Au moment même où il passait à travers la glace, il sentit le contact de l'eau froide sur ses pieds et ses chevilles, et en une demi-douzaine de grandes enjambées, il avait gagné la rive. Il était tout à fait calme et plein de sang-froid. La chose à faire, la seule, c'était de construire un feu. Car il y a un autre précepte du Nord qui est ainsi conçu. Voyage avec des chaussettes humides jusqu'à 20 degrés au-dessous de zéro. Ensuite, construis un feu. Et il faisait 3 fois plus froid. Il le savait.